Alors, on a choisi des entreprises un peu symboles. D'abord, deux très grandes entreprises avec lesquelles Social Lift, dont je parlerai peut-être après, travaille, mais qui sont des entreprises mondiales et pas seulement des entreprises nationales. Donc c'est important que vous le sachiez. Et puis, bien sûr, des entreprises du terroir chères à notre maire de Villars, qui vont peut-être commencer par parler. Donc, voilà le panel que vous avez en face de vous, auquel s'ajoute Laure Dodin, qui est la directrice de Social Lift, dont Art Langer a parlé tout à l'heure. Alors, je pense qu'on commence par Villars. Vous avez un bout de présentation, je crois. Bonjour à tous, je vais me présenter, je m'appelle Olivier Boursier, je suis gérant d'un bureau d'études. Je travaille exclusivement dans le développement touristique, principalement pour des collectivités locales ou territoriales. Je suis domicilié sur le plateau, mes bureaux sont à Grenoble, mais bon, on va parler un petit peu effectivement d'outils numériques et puis la confrontation finalement de votre génération aux défis des organisations touristiques au sens large. Grosso modo, l'idée c'est de définir l'organisation touristique comme étant un regroupement de structures. On peut parler des offices de tourisme, on peut parler également des comités départementaux de tourisme, les comités régionaux, on va dire un petit peu toutes les structures parapubliques ou publiques qui sont compétentes en matière de développement de nos territoires touristiques. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu comment ces structures sont confrontées à ces défis et grosso modo, quelle place la génération Y pourrait prendre là-dedans. Très rapidement, quelques défis. Grosso modo, on pense que les organisations touristiques sont confrontées à 5 défis majeurs. Je ne vais pas les lister, mais vous les avez un petit peu sous les yeux. On va se cantonner, entre guillemets, à définir le défi des ressources internes, puisque là est l'enjeu vis-à-vis de votre génération. Très rapidement, on appelle ça nous une question de posture, tout dépend comment on voit le développement de ces organisations touristiques. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que pour la première fois depuis de très nombreuses années, une crise impacte le budget dédié aux loisirs ou aux activités touristiques, alors qu'il y a encore moins de 2 ans, ce n'était pas le cas. Les budgets consacrés étaient encore pleins et entiers, et aujourd'hui on s'aperçoit quand même que la crise impacte tout ça. Ça sous-entend également que l'émergence du digital fait que les nouvelles technologies, entre guillemets, elles ne sont plus trop nouvelles, mais elles sont omniprésentes. On n'a pas le temps, entre guillemets, de s'adapter à une technologie qu'une nouvelle arrive. Pour autant, il faut les prendre en compte. Chaque jour, il faut forcément s'adapter. Pour autant, ça nous met la pression, quelque part, pour rester connectés, pour comprendre un petit peu les enjeux de ces technologies-là. On nous demande d'aller toujours plus vite et pour autant il faut bien considérer que l'innovation au sens propre du terme elle n'est pas forcément de rupture, elle peut être bien évidemment incrémentale. L'incrémentation n'est simplement que le développement d'un usage existant, donc quelque part on peut s'inspirer de plein de choses dans d'autres secteurs et là on vous encourage, mais vous le faites certainement déjà, à aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité parce qu'on peut s'inspirer en fait d'une multitude de développements qu'il s'agit ensuite de personnaliser et d'adapter aux réalités de nos secteurs du tourisme et des loisirs. Et bien entendu, l'innovation, en tout cas, ça c'est mon avis personnel, elle doit être avant tout humaine. Quelque part, l'avenir, elle s'inventera entre guillemets dans vos têtes. C'est un petit peu vous qui allez définir l'avenir du secteur. Et pour ça, l'innovation humaine, la fertilisation croisée, le dialogue compétitif, tout ça, sont des éléments qu'il faut aujourd'hui favoriser parce que la créativité, elle est fondamentalement dans le rapprochement des gens. Grosso modo, alors j'ai pas trop suivi les débats d'aujourd'hui, vous m'excuserez, mais voilà, j'ai essayé de lister rapidement les ressources de la génération Y. Donc je pense que ce sont des choses qui ont été dites. Pour autant, moi je collabore fréquemment avec des profils comme vous. Tout ce que je vois, c'est que le travail en équipe vous stimule énormément. La communauté est importante, l'approche par le réseau, bien sûr. Vous êtes très pointu sur les nouvelles technologies. En tout cas, vous avez une appréhension un peu plus facilitante vis-à-vis de ces technologies-là. Vous êtes ouvert à la diversité, à la confrontation d'idées pour avancer. Vous pensez entre guillemets un petit peu au pluriel. Vous vivez pour autant dans l'immédiateté, avec un caractère un peu zapper marqué. Vous êtes pragmatique. En tout cas, je le constate avec la génération d'avant, finalement qui est la mienne. Et puis cette notion de compétence qui est effectivement au cœur de votre réflexion. Vous vous attardez pas trop à regarder l'ancienneté ou l'expérience, mais plutôt la compétence. Très rapidement, les travers, entre guillemets, alors excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu quelques limites que j'ai pu percevoir.
Vous voulez évoluer professionnellement très rapidement, donc ça veut dire que la culture de l'apprentissage est plus forcément respectée comme à l'époque. Donc il faut entre guillemets digérer une multitude de choses très très rapidement, et c'est pas forcément si simple, parce que le secteur touristique est un secteur professionnel, professionnalisant, avec une multitude d'outils, de méthodes, et ça ne se fait pas entre guillemets comme ça. On ne travaille pas dans le tourisme parce qu'on l'a décidé. Il faut forcément un petit peu se former et puis partager beaucoup de choses. Vous attendez également des bonnes conditions de travail avant même de démarrer un travail. Donc, on est déjà dans la négociation avant de démarrer, mais globalement, vous revendiquez la souplesse des horaires, la possibilité de travailler à temps partiel, enfin, finalement, tout ce qui n'était pas forcément dans les codes de la génération d'avant. Ce besoin de reconnaissance de vos supérieurs, en tout cas, moi, je l'ai largement constaté en prenant beaucoup de stagiaires de votre génération. Il y a forcément ce caractère de reconnaissance qu'il faut bien sûr valider. Et puis quelque part une petite forme d'impolitesse, mine de rien, c'est aussi lié aux personnalités, au caractère, à la volonté d'aller très très vite, et puis parfois une certaine forme de manque de respect que j'ai pu constater, parce qu'on n'a pas forcément la même définition du respect entre les générations, mais pour autant, si on doit le reformuler, c'est plutôt une volonté, je pense, d'apprendre très très vite. Et puis je crois que vous n'êtes plus dans la logique un poste égale une vie professionnelle, mais plutôt des vies professionnelles en tant que telles, avec une absence de fidélité à l'entreprise. Je pense qu'il faut le comprendre. Quand on est entrepreneur, on recrute des profils, on investit dessus, on vous forme, on passe beaucoup de temps, entre guillemets, pour que vous soyez rapidement opérationnel, et puis un jour ou l'autre, vous décidez de partir parce qu'il y a mieux ailleurs, où il y a entre guillemets un délire professionnel plus sexy ailleurs, puis vous partez sans trop d'état d'âme. Donc c'est pas forcément bien simple quand on est de la génération d'avant, mais voilà, ça mérite d'être dit. Je voulais me focaliser un petit peu sur le défi des ressources internes, simplement pour se consacrer sur le dernier paragraphe. Grosso modo, comment adapter les ressources internes dans ces structures, donc dans ces organisations touristiques au sens large, face à ces évolutions métiers qui sont effectivement en pleine mutation. Globalement, je vais le traiter à travers quelques petits exemples, alors qu'ils sont un peu déconnectés peut-être de vos réalités, mais je vais essayer de les illustrer au mieux avec l'aide de Christian Douchement, le directeur de la station. Je me suis inspiré en fait du principe d'Apple et de ses Apple Store, parce que grosso modo, ils sont passés d'un métier de distributeur de produits high-tech à une logique un peu de lieu de vie, extrêmement facilitant, extrêmement encourageant à venir consommer finalement des produits de grande consommation à forte valeur technologique. Et je trouve qu'ils ont très bien réussi ce qu'on appelle le marketing des services, donc un support physique très bien agencé, très accueillant, pas de banque d'accueil, des grands bureaux en plaqué blanc, voilà, très beau, très joli, avec un personnel en contact qui est extrêmement bien formé, qui finalement est limite votre ami en tant que tel, et puis cette logique de service qui est extrêmement développée. Et du coup, ils sont passés un peu d'une approche marketing produit à marketing des services haut la main. Et je pense que c'est une très bonne réussite à vous citer. D'autres approches par la marque, parce qu'effectivement, votre génération est très marquée, en tout cas très intéressée par les approches par la marque. Donc j'ai pris 3 petits exemples très rapidement. À l'époque, on parlait de l'office de tourisme de Méribel. Aujourd'hui, la marque qui est développée, c'est Méribel Cœur des Trois-Vallées. Donc finalement, le mot office de disparaît au profit d'une stratégie de marque qui permet finalement de capitaliser sur le territoire, la destination, plutôt que de capitaliser sur un office du tourisme qui n'est qu'un acteur parmi tant d'autres. Également le CIVOM, donc c'est un syndicat intercommunal à vocation multiple qui gère le lac de Monténard, qui est juste derrière la montagne, c'est le paradis des véliplanchistes, et ils sont passés d'une logique un peu d'institution, un syndicat mixte, à une marque qui s'appelle Le Monténard, un monde à part, avec toute une approche tout à fait intéressante sur le marketing et la communication. Puis bien sûr l'exemple de l'office municipal de tourisme de Villard-de-Lans, qui bien sûr développe un principe de marque qui s'appelle aujourd'hui Villard-de-Lans Tourisme ou Villard-de-Lans au cœur du Vercors. Christian aura l'occasion de rebondir dessus. Je voulais juste vous dire qu'il y a des outils aussi pour accompagner la transition entre votre génération, en tout cas la mienne et la vôtre, pour qu'on reste effectivement très connecté et qu'on puisse travailler main dans la main. On a un outil qui s'appelle dans les offices de tourisme la GEPC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Concrètement, c'est simplement un principe de formation tout au long de votre carrière, parce que c'est fondamental de considérer qu'il faut se former tout au long de sa vie professionnelle
On n'est jamais arrivé, il faut toujours apprendre plein de choses. Les secteurs évoluent tellement vite que c'est impossible de considérer qu'on est arrivé. Donc je pense que même après ma retraite, je continuerai à apprendre et en tout cas j'ai ce désir de continuer d'apprendre. J'ai fini dans une slide. Donc voilà, simplement pour vous dire qu'il y a des outils qui existent, donc vous ne serez pas entre guillemets seul au monde, hein, ça peut être accompagné à travers le management par la compétence et puis cette envie d'apprendre hein, qu'il faut continuellement traduire dans vos comportements. Je passe simplement pour vous dire, dernière chose, les conséquences en fait, hein, de cette génération sur les ressources humaines et les ressources internes. Bah forcément, elles sont sur le recrutement, sur le management en tant que tel, parce qu'on doit aujourd'hui parler de management participatif, et puis bien sûr sur les carrières, mais je pense que le meilleur exemple, c'est de passer la parole à Christian, qui va un peu illustrer comment aujourd'hui l'Office du tourisme, entre guillemets, s'est repositionné et a, entre guillemets, intégré pleinement cette génération montante qui arrive au cœur de sa stratégie et de son management. Oui, bah, très rapidement aussi, parce que je crois que le temps est compté. Comme tu l'as dit, Olivier, on est confronté tous les jours à ce principe de réalité, d'avoir finalement beaucoup de collaborateurs de différentes générations et une accélération des phénomènes, et donc une nécessaire évolution de nos organisations. Tu as parlé tout à l'heure de marque, de territoire, on communique moins sur soi, mais davantage on essaie de créer de la valeur vis-à-vis du client. Ça, c'est déjà une mutation importante. En termes d'organisation, tu parlais des problématiques de recrutement. Aujourd'hui, on a du mal à chercher des collaborateurs ou à trouver des collaborateurs extrêmement spécialisés. Or, on se doit de faire du marketing de spécialistes parce qu'on va s'adresser à des clientèles de plus en plus pointues. Et là-dessus, on se doit donc de pouvoir y répondre d'une manière extrêmement rapide et importante. Il y a 150 stations en France, on en fait partie. Et aujourd'hui, on a une multitude de clients. Donc notre approche marketing, elle nécessite d'être extrêmement spécialisée, d'où une vraie problématique chez nous. On a plutôt des profils de généralistes et on se doit d'avoir une approche de spécialistes. Donc aujourd'hui, la génération Y arrive sur le marché du travail, bouleverse la donne et nous oblige à une certaine réforme de nos organisations, à la fois avec une approche transversale, une organisation matricielle, et puis en même temps d'avoir une véritable intégration des nouveaux collaborateurs et qui vient bouleverser nos principes d'organisation. Aujourd'hui, on a typiquement des problèmes. On cherche un web marketeur, on ne trouve pas pour trouver ce type de formation parce que les formations n'existent pas encore sur le marché. Et pour autant, l'ensemble des organisations touristiques aujourd'hui, la plupart même des entreprises, cherchent ce type de profil. Donc là-dessus, on voit que nous, on est en retard par rapport à nos concurrents, par rapport au marché, et la formation derrière n'est pas encore capable de fournir autant de besoins que ce que les entreprises souhaiteraient avoir. Oui, mais pas assez pour tout le monde. C'est surtout ça. Voilà, donc je voulais surtout vous faire passer ce message-là de la nécessaire évolution de notre part, ce qui nous oblige d'ailleurs à sous-traiter une partie, parce qu'à défaut d'avoir des compétences en interne, on sous-traite une grande partie de notre travail, alors qu'on aurait mieux à faire à tirer vers le haut nos organisations et à internaliser notamment des vraies compétences à forte valeur ajoutée. Voilà, je crois que j'ai essayé de respecter le timing. Alors, ce compte-acteur, après le local, le global, c'est-à-dire le mondial, Orange, qui nous fait le plaisir d'être là. Orange a une particularité à mes yeux, c'est qu'ils sont à la fois vendeurs et acheteurs. J'emploie des mots un peu crus exprès. Vendeurs, puisqu'en vendant de la bande passante, métier d'origine, ils se sont mis à vendre plein de services. Et c'est vraiment assez passionnant de voir cette évolution. On parle toujours de celle d'Apple, j'aimerais bien qu'on parle plus de celle d'Orange, qui est au moins aussi importante. Et qui est même beaucoup plus difficile parce qu'ils ont un passé, ils ont, pour faire très simple, presque 100 ans d'histoire, ils ont dû juste changer de métier et ils sont en train de le faire et ça concerne, si je ne me trompe pas, à peu près 150 000 personnes. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est le premier point. Donc là, ils sont vendeurs de services et de solutions, ça nous intéresse. Et deuxièmement, ils sont, comme nous tous, employeurs, recruteurs, et là, ils sont plutôt acheteurs de vos compétences. Je vous laisse la parole et on vous remercie à nouveau. Merci. Donc Claude Audry, responsable du centre de recherche et développement de Mélan, qui est l'un des 8 centres de recherche et développement du groupe en France et qui fait partie du réseau des Orange Labs, puisqu'ils avons 9 centres au niveau international. Pour vous dire que, effectivement, vos compétences nous intéressent, nous avons recruté au niveau du groupe 10 000 personnes entre 2010 et 2012 et nous apprêtons à recruter 4 000 personnes de 2013, 14 et 15 sur les 3 ans qui viennent.
Alors, ces compétences, effectivement, si je reviens sur le niveau Orange Labs, vos compétences nous intéressent particulièrement. On travaille en open innovation, donc complètement en réseau. On est bien loin d'inventer tout seul sur place. Et on travaille en réseau avec nos Orange Labs, avec des startups. On fait des partenariats avec les universités, avec des grandes écoles. Donc cette logique de réseau, votre capacité à travailler en groupe, effectivement, intéresse directement le groupe Orange. On a pris conscience, effectivement, de tout ce qu'on a vu ce matin et des différences de la génération Y par rapport à la génération précédente. Et du coup, on a mis en place au niveau du groupe un programme d'accompagnement spécifique pour les jeunes. On a signé un accord, là, il y a, je crois, 2 ans ou 2 ans et demi, un accord sur l'insertion des jeunes. Et je vais vous présenter rapidement les différents points de cet accord. Donc, l'accord d'intégration des jeunes a un certain nombre de points et on a mis en place, notamment sur le bassin d'emploi de la DO Centre-Est, donc qui regroupe Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Annecy, un certain nombre d'éléments pour respecter cet accord et surtout trouver des solutions pour fidéliser les jeunes qui rentrent, leur proposer des perspectives de développement et puis qu'ils soient bien dans le job et dans les jobs qu'ils exercent dans la maison. Donc notre ambition au niveau des relations écoles, et pourquoi on fait ça, c'est d'améliorer notre image d'employeur qui s'était dégradée. Et notre ambition, c'est d'ici 2015 d'être dans le top 5 des employeurs préférés des étudiants. Vous voyez, on part de loin parce qu'on est au niveau des ingénieurs, école d'ingénieurs, on était 28 en 2012. Et j'ose même pas prononcer le chiffre de 67 pour les business schools. Donc sur la région, là, puisque je suis sur Mélan, je vous ai mis, je ne vais pas toutes les lister, mais un certain nombre de partenariats qu'on a avec les écoles. Donc ça consiste en quoi? On participe au forum des métiers, on fait des simulations d'entretien avec les étudiants qui le souhaitent, on leur propose des visites de sites, et puis on a certains projets d'application directement. Là j'ai mis Centrale, mais il y a également avec l'unité Joseph Fourier sur Grenoble. Alors le programme Coup de pouce. Nous avons des alternants, parce que ça c'est aussi un des engagements. C'est très beau la technologie. C'est également un des engagements du groupe Orange, du groupe France Télécom, c'est d'accueillir des alternants dans nos équipes. Alors bien sûr, de mémoire, je crois qu'on accueille en permanence 2500 ou 2600 alternants, ce qui ne veut pas dire qu'on va embaucher ces 2600 personnes à l'issue de cette alternance. Mais c'est une façon de leur mettre le pied à l'étrier, de les intégrer dans une entreprise. Et donc, à l'issue en fin de cursus, qu'on leur propose, alors quand je mets 260, c'est sur la région Rhône-Alpes, hein. On leur propose un petit cursus pour revoir leur CV, faire une lettre de motivation, les préparer à des entretiens de recrutement, les aider à activer, à enrichir, à soutenir le réseau professionnel. Donc c'est sous forme d'atelier. Vous voyez, on a 50% des alternants qui viennent participer à ce programme Coup de pouce. Bon, je passe ça dessus. Ce qu'ils nous ont dit, quand on fait le bilan des 15 premiers ateliers, c'est qu'il faudrait qu'on consacre plus de temps au cours de ces ateliers, puis au cours de leur passage à l'entreprise, à développer leur réseau. Donc il y a vraiment une prise de conscience de l'importance de ce réseau. Et également de développer leur identité numérique. Parce qu'il y a aussi une prise de conscience de cette génération, de l'importance de cette identité numérique, et de se dire que ce n'est pas au hasard qu'on doit la construire, mais ça doit se préparer avec un certain nombre de points de passage obligés. Post-intégration, c'est quand on intègre, alors bien sûr, quand on intègre un jeune, tout de suite au niveau managérial et RH, il y a tout un programme d'intégration. Mais là, ce qu'on parle en post-intégration, c'est au bout de 6 mois, 12 mois de présence dans l'entreprise. On fait des entretiens individuels avec ce qu'on appelle chez nous des conseillers Orange Avenir. Ce sont des conseillers de carrière, conseillers professionnels, pour voir comment les jeunes se sont intégrés, qu'est-ce qu'ils attendraient de plus ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas rencontré, de façon à améliorer le process pour les suivants. Alors vous voyez, je vous ai mis, je ne vais pas tous les lister, mais les thèmes abordés lors de cet entretien, pour voir, voilà,
ils nous expriment, ça s'est bien passé, j'ai été reçu par le manager, il m'a mis les formations qui allaient bien, il m'a parlé des relations avec les collègues, de comment ça fonctionnait, il m'a parlé des process, voilà, on regarde ça. Et ça, c'est restitué métier par métier, au niveau de la filière RH, dans le souci d'améliorer le process. Juste mettre l'accent sur, au milieu du slide, vous voyez, vie ma vie. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour les jeunes, enfin les jeunes recrues, de façon qu'ils découvrent d'autres métiers du groupe, par rapport, qui n'est pas forcément le métier qu'ils exercent aujourd'hui, pour les préparer au futur. Et ça consiste pendant 2 jours, 3 jours, à aller sur un métier qu'ils ont pu repérer, qui les intéresse, de façon de partager ces 3 jours avec les personnes, les professionnels du métier, pour se rendre compte, est-ce que c'est bien ce que j'ai envie de faire plus tard, ou je passe à autre chose, quoi. Alors, les parcours d'intégration, on le fait pour fidéliser bien sûr nos jeunes recrutés, mais c'est surtout pour leur montrer, dans un souci de fidélisation, leur montrer tout ce qui existe dans le groupe et tous les métiers qui pourront, en évoluant au fur et à mesure de leur carrière, exercer. On a l'avantage d'être dans un groupe important, un groupe international, donc c'est vrai qu'il y a des tas d'opportunités pour quelqu'un qui rentre chez nous, pour avoir une carrière valorisante et très diversifiée. Je passe. Alors le programme Émergence. Là, c'est un programme qui est proposé à des jeunes recrutés. Alors quand on dit jeunes, c'est des personnes qui sont là depuis 2, 3 ans, 4 ans d'ancienneté. Et c'est pour, à partir de leur première expérience, de leur faire redécouvrir le groupe, de leur permettre, en réfléchissant sur leur parcours et sur ce qu'ils ont déjà fait, de bien identifier leur potentiel et d'enrichir, d'augmenter leur réseau relationnel. Donc c'est un programme qu'on a mis en place. Là, il y en a un qui est en train de tourner depuis septembre et qui va finir en février. Et c'est parrainé, j'accélère, oui. Et c'est parrainé par un directeur d'unité qui, lui, donne sa vision, suit les jeunes et puis peut les intégrer dans son codir, enfin leur donner la possibilité d'observer comment ça se passe. Je me dépêche, et ben voilà. Je voulais juste rajouter un petit programme, partenaire campus. Donc on le fait avec l'université sur Mélan, Saint-Martin-d'Hères. C'est de proposer à des jeunes étudiants d'être nos ambassadeurs par rapport à leurs collègues. Et donc, avec eux, on peut monter des visites de sites, on peut monter des présentations, un certain nombre de présentations d'outils technologiques ou des choses comme ça. Et donc, on leur fait découvrir le groupe et eux, ensuite, se font les ambassadeurs du groupe auprès de leurs amis. Merci beaucoup, Orange Labs. Petite surprise pour vous, les étudiants. Combien sont chez Orange ici? Chez les mythiques? Hop là, zou. Donc, apprentis, Orange. Donc ils connaissent, ils connaissent une partie du dispositif, ils connaissent certainement pas tout. Mais pour les MIPI, y a-t-il des Orange chez les MIPI? Et voilà, pas nouveau, voilà. Donc vous en aviez sur une trentaine, vous avez déjà 10% de la population ici qui est chez vous. Et il y a des anciens Orange, les anciens, levez la main. Voilà, et regardez les anciens Orange, voilà, hein, vous voyez? Presque anciens Orange. Alors, je ne sais pas si on peut faire la même chose avec Veolia. Veolia. MIPI, Mythique, Veolia. Veolia. La concurrence. Bon, merci beaucoup. On a parlé de grandes entreprises, alors... oui, je vais vite. On va faire de plus en plus fort. Après 150 000 personnes, le groupe Veolia, c'est un peu plus de 400 000 personnes. Veolia devait être représenté cet après-midi par 2 personnes, une personne de la DRH qui est là, et puis une personne qui est le directeur du campus Veolia, d'un des 2 campus Veolia français, qui malheureusement au dernier moment s'est fait coincer par le mauvais temps. Donc cette personne n'est pas là. Donc notre ami va avoir la responsabilité de couvrir les 2 fonctions à lui tout seul. Ouais, on va essayer. Et en plus, c'est sans support. Et c'est l'autre qui avait les supports, sinon ça serait pas drôle. Voilà, donc sans support, improvisation. Donc pour rappel, donc Nicolas Jaudoin, je travaille pour la division eau du groupe Veolia.
basé à Lyon. Ma fonction est de recruter et de gérer de la formation pour nos collaborateurs et puis bien entendu pour du candidat soit en recrutement CDI mais surtout en contrat d'alternance via justement notre réseau de campus dont un vient de sortir de terre sur la région de Lyon dans l'Est lyonnais. Aujourd'hui, le constat que je fais donc, sur mon périmètre, qui est la région Rhône-Alpes, l'Auvergne et la Bourgogne, pour une population, on a vu tout à l'heure dans le PowerPoint d'Orange que nous étions positionnés en 4e position sur identification de marque, mais c'est pour une population d'ingénieurs. Or, Veoliao, dans mon quotidien, je ne recrute pas de l'ingénieur. Je suis plutôt sur un spectre de diplômes du CAP Bac Pro jusqu'à la licence maximum. C'est-à-dire que sur une base 100 de recrutement annuel, je vais avoir 95-97% de recrutement à Bac Pro licence. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on connaît la marque Veolia, mais on ne connaît pas les métiers que nous avons au sein de cette structure qui est Veoliao. Donc, pour information, moi je recrute dans 3 grands domaines. Premier domaine qui est le process en eau, c'est-à-dire des gens capables de retraiter des eaux usées, de produire de l'eau potable. Donc ça, c'est une filière process. Ça s'apparente à de la chimie, biologie. Vous avez une autre filière qui est la filière maintenance industrielle avec toute la partie électromécanique, automatisme, instrumentation. Et une 3e filière qui est la filière travaux publics, puisque nous distribuons le réseau, on gère le réseau d'eau potable et on recherche des profils en TP. Et nous avons de grosses difficultés de recrutement sur ces métiers-là. Donc on est en tension, notamment sur des sites comme le Vercors, où je ne mets pas moins de plusieurs mois, voire une année, pour retrouver quelqu'un sur un secteur qui est isolé. Orange est clairement structuré en termes je pense, de captation, fidélisation de collaborateurs, ce qui n'est pas notre cas. Pourquoi ? La boutique Veolia Eau, Compagnie Générale des Eaux, a plus de 150 ans et nous avons des dynasties de salariés. Nous avions le grand-père, le père, le petit-fils qui intégraient par forme de compagnonnage et aujourd'hui ça tend à disparaître. Je l'ai rencontré dans mes recrutements, notamment sur les filières alternance, où on n'arrive pas aujourd'hui, malgré la formation, malgré un investissement, à conserver les jeunes qui ont aujourd'hui 18 à 24-25 ans, malgré une formation d'1 an, 2 ans, sous forme de compagnonnage, au bout de la formation, malgré une proposition d'embauche au CDI, je suis confronté à des refus d'embauche et ces personnes partent alors soit à la concurrence ou changent complètement de trajectoire, puisqu'on est sur des métiers quand même très difficiles. Quand on est en gestion du réseau d'eau potable, on intervient avec des contraintes de temps, d'extérieur, et on intervient également sous forme d'astreinte, puisqu'on apporte un service public et on se doit d'intervenir le plus tôt possible. Et ça, aujourd'hui, on a un certain nombre de freins, et sur la population qui est la génération Y, on n'arrive pas à se démarquer et à capter. On n'a pas encore tissé de réseau de relations écoles. Et ça, on vient de s'en rendre compte depuis 1 an et demi, et on est en train de se structurer alors au niveau national, au niveau régional. Donc moi, je appartiens à la direction régionale Centre-Est, et on est en train de mettre en place une stratégie pour faire découvrir nos métiers. Donc c'est la promotion de nos métiers, d'essayer de mettre en place des actions RH pour fidéliser les alternants et derrière pour leur proposer, pour proposer à ces alternants des postes en CDI et leur proposer un véritable plan de carrière. Aujourd'hui, c'est notre difficulté. Voilà, donc, et puis un témoignage un petit peu plus personnel au niveau du recrutement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les moyens de nouvelles technologies ne sont pas utilisés dans notre structure. Pas de visioconférence pour faire du recrutement web. Ça n'existe pas. Mes managers sont clairement attachés au contact. Je vais vous donner les cartes de l'informatique, directeur informatique. Donc voilà, aujourd'hui, mes directeurs d'exploitation sont clairement attachés à avoir du CV
papier. Donc c'est vrai que le mail, certes, il est utilisé pour transmettre du message, de l'information, de la donnée, mais le CV papier reste vraiment l'outil de base des recruteurs et des managers, et le contact physique avec un candidat en face à face. Aujourd'hui, nous, Veoliao, on n'arrive pas à convaincre nos opérationnels de passer sur ce mode de fonctionnement en termes de recrutement. Oui, simplement pour dire, chez nous, le CV papier, c'est pratiquement terminé. Tout se fait en ligne sur un site orange.com, enfin Orange Job, et on reçoit que des CV par informatique, hein, ainsi que les lettres de motivation. Alors nous saisissons les CV sur informatique. En tant que recruteur, puisqu'on est labellisé diversité, on se doit d'avoir une traçabilité exhaustive et la plus complète possible. Et donc je suis dans l'obligation, pour tous mes candidats rencontrés, de saisir informatiquement le CV papier du candidat que j'ai pu recevoir. Et alors là, je vous renvoie à ce que disait Art tout à l'heure. Maintenant, tout de suite, ça c'est les Y, et nous, sécurité, traçabilité. Traçabilité, voilà. Et un RH ne fonctionne pas dans l'urgence, toujours avec du recul. Non, mais il y a les logiques d'entreprise. Orange ne fait que du réseau de toute son histoire, donc il est normal qu'il n'y ait pas un papier. Et vous avez un problème de qualité de l'eau et de traçabilité de l'eau, donc il est normal que vous ayez du papier partout. Dans cette culture-là. Mais on essaye de changer, et je pense que nos directions, que ce soit nationale, et je pense à ma direction régionale, qui est M. Philippe Yvon, lui est clairement dans cette dynamique où il va mettre en place, via un service informatique, et on espère plus développé, j'ai cru comprendre qu'il allait mettre des moyens supplémentaires au niveau de l'informatique pour nous aider dans notre quotidien, que ce soit au niveau RH qu'au niveau de l'exploitation. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus de PDA pour la télérelève. Aujourd'hui, le releveur de compteur qui passe dans les foyers va disparaître, et les releveurs vont se mettre devant les foyers des uns et des autres et faire de la télérelevelle. Alors là, on a un exemple tout à fait pratique et pragmatique, à la fois d'une entreprise qui est quand même très nouvelle technologie, parce que Orange, j'ai bien écrit l'Orange Labs, innovation, etc. Donc on est dans l'high-tech là, et là on est dans le développement de produits classiques, on va dire. Enfin, donc là, Veolia, c'est du bien, comment dire. Alors, on est sur oui, alors on est une société privée qui rend un service public, voilà, mais qui ne fabriquons rien de tangible. Voilà. On est dans le service. Vous êtes dans les fluides, donc voilà, dans les fluides. Donc très honnêtement, il y a une culture qui est la culture des fluides, et c'est la culture industrielle, doublée d'une culture qui est la nôtre, celle des collectivités territoriales. Exactement. N'est-ce pas? Donc, mais paradoxalement, et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous me dites, c'est par le métier qu'on va rentrer dans les nouvelles technologies. C'est-à-dire, c'est en donnant à nos agents donc des outils qui sont terriblement high-tech, ce type d'outils. On va avoir des PDA. La poste, les postiers, là, aujourd'hui, comment dire, va délivrer les colis avec des iPhones et des iPads. C'est fini le truc machin, consigne. Vous savez, avec les 3 formulaires. Et c'est par le métier qu'on rentre aussi dans la nouvelle techno. Et donc, très vite, vous allez évoluer. Le truc, c'est qu'à la limite, c'est bien que vous soyez là pour pouvoir travailler avec nous et voir comment nous travaillons. Ça, non, mais c'est vrai, là, pour le coup, c'est un véritable échange. Sans brusquer qui que ce soit, moi, j'aimerais bien que nos jeunes réagissent aux 2 interventions. Alors, je vais essayer de ne pas faire réagir les oranges en fonction d'orange, si c'est possible. Donc, vous en pensez quoi, les Y? Alors, mes étudiants, là, les 2 présentations qui viennent de vous être faites. Ouh, wake up, les enfants, là. Alors, un commentaire, les discutants, ceux qui sont discutants, un commentaire. Bah dites donc, vous êtes sans voix, alors là, vous m'impressionnez, là. Je vais vous remettre dans des groupes tout de suite pour que vous puissiez discuter, parce que là, vous m'inquiétez bigrement. Je vais laisser une toute petite minute, mais une toute petite minute à Social Lift qui, vous l'avez compris, donc est parrainé par les 2 entreprises qui sont ici, donc c'est-à-dire Orange et Veolia. Je vais leur laisser 2 minutes et après je vais revenir, parce que vous m'avez dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que vous m'avez dit on a du mal donc à se mettre en route sur ce nouveau type de recrutement. Mais aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir avec nous Popeye, donc, qui est président des commerçants de Villars, et qui est arrivé ce matin en me disant, mais nous aussi, on recrute des Y. Et tout à l'heure, on avait donc l'Office du tourisme qui nous disait, attends, les web marketers, venez chez nous. Venez chez nous. Ce qui veut dire que les PME, les TPE, donc, sont enclines à vous embaucher aussi.
peut-être plus vite qu'eux. Donc surtout ne pas négliger le territoire des PME, TPE et des commerçants. Alors tu me laisses deux petites minutes pour qu'on puisse laisser parler Popeye sur où tu préfères. Je préférais que tu parles maintenant, donc je parle maintenant. Ok, voilà. Je parle maintenant. Bon, alors, je ne sais pas si je vais tenir la minute. L'idée est simple. À la frontière de tout ce dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire l'université, la génération Y, les gens sans emploi, les gens qui n'arrivent pas à recruter. Moi, j'entends quand même que Veolia n'arrive pas à recruter de gens sur le plateau du Vercors. Ça laisse un peu sans voix. Et puis aussi, à la frontière de ce que j'ai fait toute ma vie, je pense que le système d'information au sens large, IT, pour employer le vocabulaire de Columbia, est un réservoir sans fin de plaisir et de travail à la fois. C'est tellement rare que ça valait la peine d'en parler. Donc, en permettant de reprendre le terme que tu as pris, nous ne sommes pas parrainés par ces deux entreprises. L'approche a été d'inverser le processus. Quels sont les services dont ont besoin les entreprises que pourraient rendre des jeunes sans emploi? C'est comme ça qu'on a créé Socialift. Socialift a une histoire dans le Vercors, dont je ne vais pas parler bien longtemps, mais notre siège est ici, même si notre vocation est nationale. On a retrouvé des points communs dans le parcours qu'avait fait WES, qui était à la fois fondé sur la théorie, l'enseignement, une culture américaine, et nous, notre point de départ était l'entreprise, le besoin et un environnement français. On s'est rapprochés, et c'est pour ça que vous nous voyez ensemble aujourd'hui. Bon, les méthodes, c'est d'abord s'adapter à la demande de l'entreprise, je vais très vite. Deuxièmement, former de manière extrêmement courte les gens qui vont être après mis à la disposition de ces entreprises. Et 3, garantir à ces personnes, consultants juniors, un avenir sur une durée qui est courte, qui est 1 an, et qui leur change quand même la vie, puisqu'avant, ils étaient sur pas de travail du tout, ou des petits travaux, comme on les appelle, petits boulots. L'objectif, c'est l'insertion professionnelle, mais c'est aussi redécouvrir sa propre valeur. Voilà pour faire très très court. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher nos clients, et on a trouvé nos 2 premiers clients. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont là ici, aujourd'hui, Veolia et Orange. On a d'autres grands clients qui sont en train de rentrer dans le même processus en France, dont je ne voudrais pas parler, mais qui sont des noms, j'allais dire, tout aussi connus, publics ou privés. Deuxième sujet, on cherche les jeunes, ce n'est pas très difficile. On leur demande simplement 3 choses. Avoir envie d'apprendre, et on leur dit concrètement ce que ça veut dire. Hein, c'est pas j'ai envie d'apprendre, c'est je vais apprendre de telle et telle manière. Laure, qui est ici, Béatrice, qui nous a rejoint en venant des États-Unis, ont fait ce parcours-là dans les 2 derniers mois. Deuxièmement, accepter la notion d'entreprise, ça veut dire accepter une hiérarchie. Et troisièmement, avoir envie de progresser, et pas seulement de manière verbale, c'est-à-dire de faire du travail personnel et pas seulement du travail toute la journée. Voilà, j'en ai terminé avec ce qu'est Socialift. On est aidé par la Fondation Veolia, on a été aidé par le ministère de l'Insertion, puisqu'on s'est engagé à le dire. On a d'autres aides qui sont en train d'arriver. Si vous avez envie de nous rejoindre sur ce programme-là, en bénévole ou autrement, vous êtes bienvenus, parce que Socialift, c'est une très grosse entreprise. Après, la petite Veolia qui fait 400 000 personnes et la moyenne Orange qui en fait 150 000, nous on est 2, dont un est seulement à plein temps. Voilà, donc je vais laisser la parole à Popeye 2 minutes. En fait, moi, je voulais vous dire quelque chose à vous, jeunes. Là. Il y a 5 ans, à Villars, en fait, il y avait très peu de commerçants qui étaient sur le net, présents sur le net. Et on s'est appuyé, en fait, sur un dispositif qui est mis en place par la Chambre de commerce de Grenoble, qui s'appelle Achaville. Et pas mal de commerçants sont arrivés sur le net via ce système. Et là, maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, on n'arrive pas à avancer parce que la plupart des commerçants ont, on va dire, un certain âge ou un âge certain. C'est des gens qui n'ont pas été éduqués dans ce monde-là et qui sont totalement étrangers au monde d'Internet. Et en fait, là, je vois j'ai l'impression qu'Orange et Veolia font du recrutement. Là, moi, c'est l'impression que j'ai. Excusez-moi tous les deux. Et je pense que nous, c'est pareil, on a vraiment du recrutement à faire et on a vraiment besoin de votre aide pour évoluer dans ce monde qui nous est inconnu. Et votre place, en fait, peut être aussi chez nous et dans notre métier. Voilà. Là, est-ce que Adonis est dans la salle, là? Est-ce qu'Adonis est dans la salle? Adonis. Est-ce qu'on peut faire revenir Adonis? Parce que Adonis... Lui, c'est un étudiant, donc en alternance,
mythique qui est dans une entreprise de 2 personnes et qui a ouvert une cyberboutique. Donc j'aimerais que Adonis donne le témoignage, mais il vient de rentrer donc, dans cette toute petite entreprise, hein, puisqu'il s'agit de... Avec passion. Avec passion. Ouais. Donc c'est une boutique en ligne. Faut parler fort, Ouais. Donc c'est une boutique en ligne. personne avec passion. Donc 2 personnes, c'est les 2 gérantes en fait. Donc elles sont co-gérantes. Et nos étudiants sont aussi chez nous. Donc c'est une boutique qui existe depuis 2005 à peu près. Et elles sont en plein développement. Elles ont, et alors, parce que je connais un petit peu donc les gérantes, hein, pour les suivre, parce que nous suivons nos étudiants dans les entreprises. Donc nous venons visiter nos étudiants dans les TPE, dans les entreprises. Donc c'est une entreprise qui a failli déposer le bilan il y a 3 ans et qui s'est lancée dans du e-commerce. Et ils font de l'encadrement. Et aujourd'hui, c'est le premier importateur français et même européen de... Pergamano. Donc Et le- c'est des outils, en fait, c'est pour faire du loisir créatif essentiellement. Donc tout ce qui est parchemin, des choses comme ça. Alors, leur chiffre d'affaires croît de 100% tous les ans, à 2, et donc leur objectif, c'est d'embaucher quelqu'un. Tout à fait, ouais. Donc elles ont pas mal d'idées, elles ont pas mal de projets en cours. Après, le problème, c'est comme souvent dans les TPE, c'est le manque de temps et le manque de moyens qui ralentit un peu les projets. Moi, justement, c'est là où je voulais en venir. Nous, on a un manque de temps, évidemment. On a la tête dans le guidon, que ce soit les TPE, les PME, les chefs d'entreprise. On a tous la tête dans le guidon. On est tous à fond, on va dire, dans le développement de notre projet, mais dans le développement sur le terrain. Et après, il nous manque votre science à vous, votre science grise, vos idées. Nous apporter justement ce que nous, on ne sait pas apporter à nos commerces et à nos entreprises. Et justement, ça, c'est la preuve concrète qu'on peut travailler ensemble. Et pour évoluer, pour développer effectivement nos sites internet, on a besoin de jeunes comme vous. Donc moi, dans mon entreprise, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est de la partie référencement, donc, et aussi de stratégie marketing. Donc actuellement, on s'est lancé récemment sur Google AdWords. On a aussi comme projet de se mettre sur différentes marketplaces, donc Amazon, eBay, et faire augmenter les canaux de distribution et ainsi augmenter le chiffre d'affaires. Donc tout à l'heure, Monsieur de Veolia disait qu'il avait du mal à recruter des gens sur le territoire du Vercors pour justement travailler sur le problème de la station d'épuration. Nous, c'est exactement pareil. On a du mal à faire venir des gens dans nos petites entreprises, on a du mal à développer, et donc on a besoin de travailler avec vous. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je suis vraiment désolée parce qu'on a été obligé de supprimer une session qui était dédiée spécifiquement à Rhône-Alpes. Donc, est-ce que... D'abord, je vous prie de m'excuser, mais alors tout à fait platement, parce qu'on a 2 universitaires pédagogues, enseignants, donc de Rhône-Alpes qui sont avec nous et qui devaient faire une intervention spéciale Rhône-Alpes à 17h. Alors, l'idée c'est, est-ce que vous pourriez quand même en quelques mots nous expliquer ce que vous faites, de façon à ce qu'après on puisse travailler en groupe et vous récupérer dans les groupes pour pouvoir discuter avec nous. Bah, peut-être en 2 mots. Ouais. Donc je travaille sans support, mais très rapidement pour vous dire que il y a quand même pas mal de choses qui bougent en Rhône-Alpes au niveau de la pédagogie, et notamment c'est la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Donc à Grenoble, on a au moins 2 universités sur les 4 qui sont dans le site qui ont un service d'appui pédagogique pour les enseignants du supérieur, donc qui permettent de former et d'accompagner les enseignants du supérieur, donc les enseignants qui enseignent aux étudiants de la génération Y, aux pratiques pédagogiques qui sont adaptées à cette génération-là. Donc on en a déjà beaucoup parlé avec Olivier Rollo, avec un certain nombre d'intervenants, avec Mario ce matin. Donc c'est vraiment du participatif, du socio-constructiviste, donc vraiment apprendre ensemble, apprendre avec toutes les ressources dont on dispose, et puis profiter des moments d'échange vraiment, et repousser, c'est vraiment le principe de la classe inversée, donc c'est repousser la consultation des contenus à l'extérieur de la classe et profiter de l'interaction pour
travailler sur les conflits, sur les différentes représentations. Et donc c'est vraiment ça le socio-constructivisme. Donc au niveau grenoblois, on a 2 établissements qui ont un service d'appui pédagogique. Et puis au niveau rhône-alpin, on a maintenant 8 établissements qui ont un service d'appui pédagogique et qui fonctionnent en réseau. Un réseau qui s'appelle PENSERA pour Pédagogie de l'enseignement supérieur en Rhône-Alpes et qui regroupe à la fois des universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management. Et donc on va vraiment avoir la diversité du monde de l'enseignement supérieur et une préoccupation commune qui est d'accompagner les enseignants qui sont rarement des personnes de la génération Y pour qu'eux-mêmes puissent non pas devenir des gens de la génération Y mais devenir capables d'enseigner et de faire travailler, puisqu'on va vraiment passer d'un vocabulaire qui est enseignement à un vocabulaire qui est apprentissage. Comment faire que les étudiants de la génération Y apprennent, même si nous, enseignants, on n'en fait pas ou plus partie. Et donc c'est un réseau qui est assez récent, puisqu'il a été monté en 2008-2009. On a Lyon 1 dans la boucle, hein, donc Christophe Battier en fait partie aussi. Et on travaille vraiment en collaboration au niveau régional, donc on a vraiment une journée par mois de travail en commun, on échange énormément, ça nous permet d'avoir une dynamique assez forte, puisque à l'intérieur de chaque établissement c'est difficile avec quelques individus d'avoir une bonne dynamique. Par contre à l'échelle de la région, on a vraiment une dynamique très forte, et c'est assez reconnu au niveau national. On fait partie d'une communauté des conseillers pédagogiques universitaires francophones qui regroupe globalement la France, la Belgique, la Suisse et le Québec. Donc j'ai envie de dire on travaille fort en réseau et on est soutenu par la région qui permet quand même d'avoir du coup des subsides et un fonctionnement assez punchy. Voilà, donc je voulais peut-être juste dire ça et vous dire qu'aussi voilà, la région est assez bien représentée en manière de pédagogie de l'enseignement supérieur. Alors là je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce qu'on a eu quand même des présentations qui nous ont expliqué que l'enseignement supérieur donc s'ouvrait aux nouvelles technologies, et Art est arrivé tonitruant en disant si les universités ne collaborent pas, ou si les entités ne collaborent pas les unes avec les autres, nous sommes morts. Et là, vous avez une preuve par 9 à Grenoble que vous ouvrez donc, au sein d'un groupe, d'une communauté, donc à différentes composantes, que ce soit le management, que ce soit la médecine avec Christophe, c'est peut-être avec Lyon, je ne sais pas quel est le diplôme qui est rattaché à l'Université de Lyon, Grenoble, donc il y a la physique vraisemblablement. Bon, là c'est vraiment les établissements, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment par établissement. L'ensemble de l'UJF par exemple, l'ensemble de Grenoble INP, l'ensemble de Lyon 1. Et donc les profs sont volontaires. Donc là c'est vraiment un réseau de conseillers pédagogiques, donc c'est un intermédiaire encore. C'est encore des gens qui vont ensuite former ou accompagner les enseignants de ces établissements-là. Et là aussi c'est sous la base du volontariat. Oui, dans ce milieu de l'enseignement supérieur, on a difficilement d'autres leviers que le volontariat et l'envie des enseignants. Voilà, l'enthousiasme, la motivation. Exactement. La coercition ne marche pas. Et on est bien d'accord. Donc voilà, donc là, c'est encore un repos sur la motivation, l'enthousiasme, et ça concerne aussi les X.